Salut les investisseurs, dans cette vidéo on continue notre revue des plus grosses capitalisations américaines. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On passe en revue les critères du screener. On prend les sociétés états-uniennes cotées aux États-Unis avec une market cap de 213 milliards de dollars, entre 213 milliards de dollars et 360 milliards de dollars. Ça nous donne 11 entreprises. Pourquoi ? Parce qu'on a Johnson & Johnson qui réapparaît dans le stop vu que les marchés ont bougé. Donc on va l'ignorer dans cette revue. On commence avec la présentation des colonnes, comme d'habitude, le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans pour lisser les cycles, 3 multiples de valorisation par rapport au flux, VE sur EBITDA, ratio court-bénéfice, ratio court free cash flow, valorisation par rapport aux actifs tangibles, ce sera plutôt pour les banques, qu'on va regarder ça. Le rendement des capitaux investis pour les sociétés non financières, rendement des fonds propres plutôt pour les sociétés financières, l'endettement de la société au dernier trimestre disponible, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution, le bénéfice net par rapport au free cash flow pour vérifier le payout ratio. Allez, on y va tout de suite avec Oracle. Donc on est sur du logiciel, 356 milliards de dollars de market cap, 6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, surtout de la croissance externe pour Oracle, donc c'est plutôt mou. 18,6 en VE sur EBITDA, on a un price earning qui est à 30 quasiment, un ratio court free cash flow qui est à 61, donc les free cash flow sont très bas. Un rendement des capitaux investis qui est à 13,3%, ça c'est convenable. Attention qu'il y a beaucoup de dettes sur Oracle, on a 3,7 fois la dette nette sur EBITDA pour une société de logiciels. Ça veut dire qu'elle a fait d'énormes acquisitions, et ça me semble très élevé. 1,6% de rendement du dividende, c'est pas très généreux, 1,49, 1,5% de rendement de l'actionnaire, donc il y a la dilution. Les free cash flow sont 2 fois plus bas que les bénéfices nets, donc là on est à 75% de payout ratio. En réalité ça me semble un peu élevé. Oracle c'est pas du tout un dossier qualitatif à ce niveau, et en plus il est beaucoup trop cher. Donc Johnson & Johnson on saute, on l'a déjà vu dans le top précédent, je vous renvoie vers la vidéo. Ensuite on continue avec The Home Depot, donc le spécialiste retail de spécialité, donc le bricolage, 329 milliards de dollars de market cap, 7,7% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça inclut de la croissance externe également, puisque en organique on est en croissance plus faible que cela. 14,2 en VE sur EBITDA, c'est un peu cher payé, mais en price earning on a 22,2 et en price free cash flow on a 20,1. Donc là ça commence à être des multiples qui peuvent être raisonnables sur Home Depot. Ensuite, on est à 24,2% de rendement des capitaux investis, c'est très bon, bonne qualité. Attention qu'il y a un peu de dette, 2,5 fois la dette nette sur EBITDA. Donc ça, c'est potentiellement le signe d'acquisition passée. On est assez endetté quand même sur ce dossier. 2,8% de rendement du dividende, ce qui est correct, à peu près la même chose en rendement d'actionnaire. Free cash flow plus avec les bénéfices nets, donc on a les moyens de verser cette rémunération à l'actionnaire. On va pas tarder à s'approcher d'une zone intéressante sur Home Depot. Après, c'est pas une société de croissance, on va dire que c'est plutôt une société de qualité. Maintenant c'est qualitatif, mais c'est cyclique, ça va dépendre de la confiance du consommateur américain. Donc attendons un petit peu sur ce dossier, mais je pense qu'on va pouvoir s'approcher de multiples assez intéressants. Si on s'approche d'un PE de 15, là ça pourrait commencer à être intéressant. AbbVie, on est sur une biotech de 196 milliards de dollars de market cap, 11,11% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, bonne croissance. 13,3 en VE sur EBITDA, 70 en PE, 16,6 en price to free cash flow. Donc à mon avis les price earnings ils sont impactés par des dépenses non cash, il vaut mieux peut-être les ignorer ce ratio. On a 25,4 en rendement des capitaux investis, c'est très bon, 2 fois la dette nette sur EBITDA, il a un peu de dette quand même sur ce dossier, 3,9% de rendement du dividende, ce qui est généreux, 4,2 en rendement de l'actionnaire, donc en plus il y a des rachats d'actions. Alors le payout ratio il est à 258%, on inverse à crédit, non, parce que en fait, les free cash flow sont 4 fois plus importants que les bénéfices nets, donc on a les moyens de verser cette rémunération sur AbbVie. Bon, biotech, moi j'en suis à l'écart. Maintenant, si c'est le genre de dossier, ce secteur dans lequel vous pouvez investir, je pense que ça commence aussi à être assez intéressant niveau multiple. Ensuite, on continue avec Coca-Cola, 293 milliards de dollars, de market cap, 4,8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est plutôt mou. On a 18,7 en VE sur EBITDA, c'est cher quand même, 27,7 en price earning, c'est quand même cher, oui, 62 en price free cash flow, donc là les free cash flow sont à mon avis impactés temporairement par une dépense en capital ou un autre élément du tableau de trésorerie, donc ça il faut aller vérifier, il faut vérifier surtout si c'est structurel ou conjoncturel. On a
un rendement des capitaux investis qui est à 16%. Donc ça, c'est une bonne qualité quand même, bonne rentabilité. 2,4 en dette nette sur EBITDA, c'est un peu endetté quand même à mon goût là. 2,3% de rendement du dividende, ça commence à être intéressant au niveau du dividende. 3,2% de rendement de l'actionnaire. On a versé le dividende à crédit. Donc méfiance pour les prochains exercices. Il faudrait qu'on ait du free cash flow pour verser le dividende. Coca-Cola, c'est encore cher à ce niveau-là. Je pense qu'il faudra attendre de revenir à un price earning de 20 sur cette entreprise pour pouvoir commencer à s'y intéresser. Price earning de 20, ce qui faudrait potentiellement un rendement du dividende de 5%. À 5% de rendement du dividende, Coca-Cola, je pense que c'est intéressant, mais pas avant. T-Mobile US, on est sur un opérateur du marché télécom américain, 278 milliards de dollars de market cap, 12,6% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça inclut la croissance externe, hein, parce qu'en croissance en organique, c'est quand même rare pour une télécom, hein, à vérifier, mais je pense que c'est ça. 10,7 en VO sur EBITDA, là ça commence à être des multiples intéressants quand même. Hein. 25,2 en price earning, bon, c'est un peu cher en price earning, mais en price free cash flow on a 9,6, ça c'est intéressant. Et les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Normal, on est sur un secteur d'activité qui est assez mature et qui est bien générateur de cash flow, donc normal que les free cash flow soient plus élevés que les bénéfices nets. Rendement des capitaux investis à 8,3, c'est convenable. On est à 3,1 en dette nette sur EBITDA. Pour une télécom, c'est aussi raisonnable, hein. C'est pas non plus alarmant. C'est un peu lourd, mais c'est pas alarmant. Les télécoms peuvent s'endetter à des niveaux intéressants parce qu'ils ont justement une visibilité sur leur cash flow. Donc les banques peuvent leur prêter des taux, on va dire, préférentiels. 1,45 en rendement du dividende, mais 5,3 en rendement de l'actionnaire. Donc il y a des rachats d'actions assez massifs. On a le payout ratio qui est à 29%, donc on a les moyens du dividende. Le reste des free cash flow est utilisé principalement pour faire des rachats d'actions, hein, j'ai l'impression. Donc cette rémunération à l'actionnaire, je pense qu'elle est plutôt soutenable, hein, sur la longue route. Et c'est pas mal, hein, T-Mobile, si vous êtes plutôt orienté dividende, ou en tout cas orienté rendement de l'actionnaire. Sur ce genre de dossier, vous avez moins de volatilité, donc et ça s'approche de valorisation qui commence à être intéressante. Bank of America, donc ça c'est la deuxième banque US. On est sur 255 milliards de dollars de market cap, 2,3% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. C'est assez faible. On a le multiple de PE, c'est le seul qui est intéressant pour une banque, 10,5 en termes de flux, hein, j'entends, 10,5. Donc là, on commence à être dans la zone value, hein, en dessous de 10 pour une banque, ça commence à être intéressant. Mais on n'a pas de décote sur l'actif tangible. Donc nous, on veut une décote sur l'actif tangible pour les banques parce que on sait pas lire les bilans des banques et donc ça nous apporte un peu de sécurité. Méga sécurité, hein, mais quand même une sécurité. Donc on n'a pas encore cette décote, donc il faut patienter sur ce dossier à mon avis. Le rendement des fonds propres est convenable, on va dire, pour une banque à 9,2, pour une banque américaine surtout. 3,1% de rendement du dividende, donc ça c'est intéressant. Vous avez 8,9% de rendement d'actionnaire, donc rachat d'actions assez massif sur Bank of America, le payout ratio est à 35%. Donc on a les moyens de ce dividende et en fait le reste des free cash flow est utilisé pour les rachats d'actions. Pas mal à ce niveau-là. Maintenant, pour être vraiment sécurisé, il faudrait attendre une décote sur actif tangible. Chevron, le numéro 2 US de l'énergie de l'oil and gas verticalement intégré. On a 241 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Je pense qu'il y a de la croissance externe, hein, chez Chevron, parce que en organique, on n'est pas à ce niveau-là. On est à 5,9 en VO sur EBITDA, donc on est dans ma zone value, en dessous de 7, ça c'est plutôt intéressant. 14,1 en price earning, c'est un peu élevé, j'aimerais bien qu'on soit en dessous de 10 pour m'intéresser à ce dossier. 16 en price free cash flow. Normalement les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, hein, sur les pétrolières, mais là c'est pas le cas, donc il faut aller voir dans le tableau de trésorerie ce qui se passe. On est à 7,4 en rendement de l'actionnaire, c'est convenable on va dire, pas exceptionnel non plus. 0,6 en dette nette sur EBITDA, donc pas trop endetté, ça c'est bon. 5% de rendement du dividende, ça c'est intéressant. 11,15 en rendement d'actionnaire, excellent. Donc bon, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, on est à un payout ratio de 70, mais j'ai bien peur que, vu que le rendement d'actionnaire est au double le rendement du dividende et qu'on paye déjà 67% des bénéfices nets pour verser le dividende, j'ai bien peur qu'on ait fait un rachat d'actions en partie à crédit, hein. Donc ça surveiller sur la durée, je suis pas sûr que ce rendement d'actionnaire soit durable, hein. À vérifier. En dehors de ça, en dehors de cet élément, Chevron, c'est tout à fait correct, hein. L'oil and gas, c'est un secteur que j'aime bien, qui est finalement défensif, hein, et qui pourvoit des dividendes et des rachats d'actions, donc ça, c'est assez sympa. Chevron, c'est pas la meilleure. Exxon, c'est meilleur. Je pense que Exxon, c'est mieux. Et je pense que Total Energy, c'est même mieux que Chevron. Ensuite, Salesforce, donc dans le logiciel 235 milliards de dollars US de market cap,
c'est bien. 17,3% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est quand même pas mal, hein. On continue à avoir de la croissance assez soutenue chez Salesforce, même si c'est une boîte qui commence à être mature. 19,7 en VE sur EBITDA, c'est cher payé, mais en price to free cash flow, on n'est pas très cher, hein. À 19, je pense, donc il faut y comprendre, hein, ce qui se passe en termes de free cash flow. Il faut aussi voir s'il n'y a pas des stock-based compensation sur Salesforce, hein, et dans ce cas-là, ajuster à concurrence les free cash flow. Mais je pense que sur ces multiples-là, on va commencer à être raisonnable, il ne faut pas tenir compte à mon avis des price earnings. On a vraiment les capitaux investis qui est à 8,9. Par contre, ça c'est faible, hein, pour du logiciel, on aimerait bien être au-dessus de 10. 0,68 en rendement du dividende, mais le plus intéressant c'est le rendement d'actionnaire. Il y a des rachats d'actions chez Salesforce, 3,33% de rendement d'actionnaire, ça c'est intéressant. On a un payout ratio qui est calculé à 24%, mais on a le double des free cash flow, donc 12,4% en fait, en payout ratio par rapport au free cash flow. On a largement les moyens de cette rémunération d'actionnaire, voire on peut l'augmenter chez Salesforce. Philip Morris Tobacco, donc l'industrie du tabac, on est à 230 milliards de dollars US de market cap, 4,9% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça c'est intéressant. Je sais pas s'il y a la croissance externe sur Philip Morris. Si vous connaissez le dossier, dites-moi en commentaire. Je sais que surtout j'ai vu aussi qu'ils lançaient les alternatives en fait au tabac, tout ce qui est cigarettes électroniques, etc. J'ai l'impression que ça leur apporte un bon relais de croissance. 17,1 en VE sur EBITDA, c'est quand même un peu cher payé pour une société mature. Alors le PE, à mon avis, c'est parce que les bénéfices nets sont impactés par d'exceptionnel, parce que les free cash flow sont à 21,4, ce qui me semble être un niveau un peu cher payé. On aimerait être entre 15 et 20, plus proche de 15, si on était vers 15, à 17, on va dire, en price to free cash flow, ça commencerait à être intéressant, Philip Morris. 26% de rendement des capitaux investis, c'est excellent. 3,2 en dette nette sur EBITDA. Je ne vois pas pourquoi un dossier aussi mature sans dette, donc ils ont dû faire des acquisitions, hein, peut-être pour être aussi endettés. Et ça c'est un peu dangereux, hein, parce que c'est pas un dossier qui a beaucoup de croissance, donc ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, par rapport à l'endettement. Donc méfiance sur cet endettement. 3,7% de rendement du dividende, ça c'est intéressant, il y a un peu de dilution mais rien de très grave. On a 116% de payout ratio avec des free cash flow plus élevés que le bénéfice net, donc on a les moyens de verser ce dividende. Peut-être qu'on va pas pouvoir l'augmenter beaucoup plus, en revanche. Philip Morris, il y a trop de dettes pour que ça soit intéressant, vu que c'est une société mature. Ensuite, McDonald's. Alors, est-ce que c'est une boîte de restauration rapide? Moi, je pense que c'est plutôt une boîte d'immobilier. Ou alors, en tout cas, ils font de la franchise, quoi. Donc, c'est pas eux qui produisent réellement la bouffe. Donc, on est sur 214 milliards de dollars US, 4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc vraiment mature, hein, comme croissance, dossier très mature. 16,9 en VE sur EBITDA, c'est un peu cher payé. 26 en PE, ouais, c'est toujours cher payé. 32 en price free cash flow, bon, vraiment les capitaux investis à 20%, c'est quand même qualitatif, hein. Il y a 3,1 fois la dette nette, 3,1 fois l'EBITDA en dette nette, c'est un peu trop endetté pour un dossier aussi mature, hein, pareil, avec peu de croissance, hein. Rendement du dividende à 2,4%, franchement pas très généreux vu la maturité de la boîte. 3,4% de rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. Les bénéfices nets sont plus bas que le free cash flow, donc attention, le ratio est plus élevé que ça. Je suis pas sûr qu'on ait entièrement les moyens de verser cette rémunération d'actionnaire. On va en atteindre la limite, et du coup le rendement est pas si intéressant si ça n'augmente pas. Donc McDonald's plutôt à l'écart à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va garder dans cette liste? Eh bien, profil plutôt de dividende. On va aller regarder. Alors, j'allais mettre Home Depot. Vu que le dividende peut potentiellement augmenter, pourquoi pas. Ensuite, je mettrai Coca-Cola, c'est encore un peu cher payé, donc je mettrai pas Coca-Cola encore. T-Mobile, ça c'est sûr, je mettrai T-Mobile. Je mettrai Chevron. Donc ça, c'est si vous aimez les dividendes. Ensuite, société plutôt qualitative, on mettra Salesforce. On pourra mettre c'est tout, hein. Est-ce qu'on mettrait Coca-Cola? On peut mettre Coca-Cola, mais ouais. On va mettre Coca-Cola parce que c'est qualitatif quand même. Il n'y a plus de croissance, mais on n'est pas sur un dossier de dividende non plus, mais ça reste défensif. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.